C'était un matin silencieux aux ides de mars de l'an 44 avant notre ère. Un ciel gris et lourd pesait sur Rome, et rien ne laissait présager que le destin du monde allait basculer irréversiblement dans les heures à venir. Au théâtre de Pompée, le Sénat était réuni lorsque 23 coups de poignard mirent fin à la vie de Jules César. Les conspirateurs, menés par Marcus Brutus et Cassius, se lavèrent symboliquement les mains dans le sang du dictateur avant de sortir dans les rues de Rome. Ils s'attendaient à être acclamés. Ils pensaient être célébrés comme des libérateurs ayant sauvé la République de la tyrannie. Mais au lieu des cris de joie, ils furent accueillis par un silence assourdissant. Les portes des maisons étaient verrouillées, les ruelles désertes, comme si la ville entière retenait son souffle. Ce silence n'annonçait pas la liberté retrouvée, mais la tempête à venir, celle qui allait ébranler le monde antique jusque dans ses fondations. Les sénateurs, aveuglés par leur arrogance aristocratique, n'avaient pas compris la puissance du peuple et des légions qui vénéraient César. L'assassinat des ides de Mars ne ramena pas la liberté. Il libéra la vengeance de Rome. Une traque impitoyable s'engagea, s'étendant sur des années et à travers tout l'Empire, jusqu'à ce que le dernier des meurtriers ait payé de sa vie. L'historien antique Suétone rapportera plus tard une conclusion glaçante. Aucun de ceux qui avaient levé un poignard ce jour-là ne survécut à César plus de 3 ans, et aucun ne mourut de mort naturelle. Le sort des conspirateurs fut scellé lorsque 2 hommes scellèrent leur alliance. Marc-Antoine, général chevronné de César, et Octavien, son très jeune petit-neveu et héritier. Avec Lépide, ils formèrent le second triumvirat, une union fondée non sur l'amitié, mais sur le calcul froid et la soif de vengeance. Pour financer la guerre contre les assassins et éliminer leurs adversaires politiques, ils eurent recours à une arme de terreur absolue, les listes de proscription. Quiconque y figurait devenait hors la loi. Ses biens étaient confisqués par l'État, et tout esclave ou citoyen qui tuait un proscrit recevait une récompense. Rome sombra dans un bain de sang inédit depuis l'époque de Sylla. Des centaines de sénateurs et 2000 chevaliers périrent dans cette purge. Ce massacre fut le prélude sanglant de la campagne contre Brutus et Cassius, réfugiés à l'est de l'Empire pour lever leurs armées. Mais avant même que les grandes armées ne s'affrontent, la vengeance frappa les premiers conspirateurs. L'un des premiers fut Caius Trebonius. Il avait joué un rôle clé dans l'assassinat en retenant Marc-Antoine à l'extérieur du Sénat, l'empêchant de porter secours à César. Gouverneur de la province d'Asie, Trebonius se croyait en sécurité. Il sous-estima la portée de la vengeance césarienne. Publius Cornelius Dolabella, allié d'Antoine, le trompa, entra de nuit dans Smyrne et le captura. Sa fin fut atroce et exemplaire. Après plusieurs jours de torture, il fut décapité, et sa tête fut frappée à coups de pied par des soldats à travers les rues, dans une macabre mise en scène. Encore plus tragique et symbolique fut le destin de Decimus Brutus, souvent oublié de l'histoire. C'est pourtant lui qui, le matin de l'assassinat, avait convaincu César de se rendre au Sénat, malgré les supplications de son épouse Calpurnia. Proche parmi les proches, nommé dans son testament, sa trahison pesa plus lourd que celle des autres. Après le meurtre, il tenta de fuir à travers les Alpes avec ses troupes pour rejoindre les forces républicaines. Mais la loyauté des soldats appartenait à la mémoire de César. Légion après légion, ils l'abandonnèrent pour rallier Octavien et Antoine. Finalement, Decimus erra seul dans les forêts de Gaule, déguisé en celte. Un chef local, qu'il avait autrefois gratifié de présents, le captura et envoya des messagers à Antoine. L'ordre venu de Rome fut sans appel. Exécution. Sa tête fut envoyée à Antoine comme trophée. Le premier des grands conspirateurs venait de tomber. L'aboutissement inévitable de cette tragédie se joua loin de Rome. En octobre 42 avant notre ère,
les plus vastes armées romaines jamais réunies s'affrontèrent sur la plaine poussiéreuse de Philippe, en Macédoine. D'un côté, les vengeurs, Antoine et Octavien, à la tête de 19 légions. De l'autre, les meurtriers, Brutus et Cassius, enrichis par le pillage de l'Orient. Ce combat ne concernait pas seulement quelques hommes, mais l'âme même de Rome. République ou empire, liberté ou dictature. La première bataille de Philippe fut chaotique, noyée dans la poussière, la chaleur et les malentendus. Brutus parvint à surprendre Octavien et à mettre son camp en déroute. Mais sur l'autre aile, Cassius subit une lourde défaite face aux troupes supérieures d'Antoine. Il se retira sur une colline pour observer le champ de bataille, mais la poussière troubla son regard et son jugement. Apercevant des cavaliers s'approcher, il les prit pour des ennemis, alors qu'il s'agissait de messagers de Brutus, venus annoncer la victoire. Dans un moment de désespoir, victime d'une erreur fatale, Cassius crut tout perdu. Il ordonna à son affranchi Pindarus de lui ôter la vie. Ironie du destin, il fut tué avec le même poignard qui avait transpercé César 2 ans plus tôt. Lorsque Brutus arriva sur la colline, il ne trouva que son corps. En larmes, il le qualifia de « dernier des Romains », conscient qu'avec lui mourait l'esprit de la résistance. Pendant 3 semaines, les armées se firent face. Les vivres manquaient chez Brutus et le moral de ses officiers s'effondrait. On raconte que lors des nuits glaciales précédant la seconde bataille, Brutus fut hanté par des visions sombres. Une ombre gigantesque et silencieuse serait apparue dans sa tente. Le fantôme de César, lui annonçant qu'il se retrouverait à Philippe. Vérité ou légende importe peu, car le poids psychologique de son acte pesait lourdement sur ses épaules. Le 23 octobre, la seconde bataille de Philippe éclata. Cette fois, les républicains ne remportèrent aucun succès. Les vétérans endurcis d'Antoine et d'Octavien percèrent les lignes ennemies, transformant le champ de bataille en abattoir. Comprenant que toute résistance supplémentaire était vaine, Brutus se retira sur un promontoire rocheux avec quelques fidèles. Il savait ce qu'il attendait à Rome, l'humiliation d'un triomphe enchaîné. Il choisit de préserver sa dignité. Sous la lumière du soleil couchant, il récita un vers d'une tragédie grecque. « Pauvre vertu, tu n'étais qu'un mot, et pourtant je t'ai suivi comme si tu étais réel. » Puis, il demanda à son ami Stratone de tenir son épée et s'y jeta. Marc-Antoine, malgré tout, éprouva un certain respect pour Brutus. Il fit envelopper son corps dans son propre manteau pourpre et lui accorda des funérailles honorables. Octavien, en revanche, ne fit preuve d'aucune clémence. Selon les récits, il fit trancher la tête de Brutus, afin qu'elle soit envoyée à Rome et déposée au pied de la statue de César. Mais la mère réclama sa part. La tête fut perdue lors d'un naufrage. Avec la mort des chefs, la résistance organisée s'effondra, mais la chasse aux derniers conspirateurs se poursuivit. Casca, qui avait porté le premier coup à César, mourut probablement dans le chaos de Philippe, ou se suicida peu après. Cimber et les autres, aujourd'hui presque inconnus, connurent des fins violentes. Certains furent trahis par leurs propres esclaves, d'autres assassinés dans leur sommeil par des chasseurs de primes. L'Empire romain était immense, mais pas assez vaste pour échapper à la colère des partisans de César. Il y eut pourtant une exception. Cassius de Parme. Assassin lui aussi, il survécut plus longtemps que tous les autres grâce à des changements d'alliance habiles. Après Philippe, il se réfugia d'abord auprès du fils de Pompée, puis même auprès de Marc-Antoine lorsque celui-ci entra en conflit avec Octavien. Pendant 14 ans, il vécut en fuite, constamment sur ses gardes. Mais Octavien, devenu Auguste et maître incontesté de l'Empire, n'oublia jamais. Il avait juré de venger le parricide et n'acceptait aucun compte en suspens. Après sa victoire sur Antoine en 31 avant notre ère, il envoya l'un de ses agents à Athènes,
où Cassius de Parme se croyait à tort en sécurité. Assis à son bureau en train d'écrire, il vit entrer son assassin. Avec sa mort, le dernier chapitre des Ides de Mars fut refermé. Les hommes qui avaient tué Jules César pensaient sauver la République et restaurer la liberté. Leur acte produisit l'exact contraire. Le vide de pouvoir et la guerre civile qu'ils déclenchèrent ouvrirent la voie à ce qu'ils redoutaient le plus, la monarchie. Ils assassinèrent un dictateur pour permettre l'ascension d'un empereur. La vengeance de Rome fut sanglante, mais aussi cruellement ironique. L'ancienne Rome des sénateurs disparut dans les flammes de la guerre civile. Et de ses cendres s'éleva, sous la férule vengeresse d'Octavien, un empire destiné à dominer le monde pendant des siècles. À la fin, l'esprit de César triompha de ses meurtriers.